Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, j'aide les profs qui le souhaitent à avancer sur le chemin de la reconversion professionnelle. Dans l'épisode du jour, je reçois Gaëlle et Manon, 2 ex-profs qui se sont formés à des métiers du web dont vous avez sûrement déjà entendu parler. La rédaction web SEO, le content management, les réseaux sociaux, le marketing digital, bref, des sujets qu'il est indispensable de maîtriser quand on souhaite travailler à son compte et se faire connaître. Après plusieurs années d'exercice, Manon a décidé d'aller plus loin, en formant des enseignants à développer chacune de ses compétences. La promo d'été de sa formation rouvrira ses portes le 21 juin prochain, et Gaëlle, l'une de ses anciennes élèves, travaille aujourd'hui à ses côtés. Ensemble, on analyse comment le marketing digital permet de consolider un projet entrepreneurial. Alors si vous songez à quitter la classe pour travailler à votre compte, quel que soit votre projet, ouvrez bien grand vos oreilles car cet épisode pourrait grandement vous aider. Cher Manon, chère Gaëlle, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast pour la seconde fois. J'ajouterai les épisodes auxquels vous avez déjà participé en description de cet épisode-ci, pour celles et ceux qui voudraient apprendre à mieux vous connaître. Mais pour l'heure, je vais commencer par vous demander de vous présenter. Et Manon, si tu veux, tu peux commencer. Alors moi, je m'appelle Manon Fayard. Donc effectivement, j'ai le plaisir de revenir sur ton podcast, Florence. Je te remercie pour cette invitation. Avec plaisir. Et donc je suis content manager et formatrice en stratégie digitale avec une formation qui est dédiée aux profs en reconversion. Et toi Gaëlle ? Donc, je suis Gaëlle Lambert-Coucaud, consultante SEO locale et spécialisée en emailing. Je suis très heureuse d'être ici. Merci Florence pour ton invitation. J'ai rejoint il y a très peu de temps la formation de Manon pour lui donner un petit coup de main et c'est un grand plaisir d'entamer cette collaboration depuis quelques semaines. Voilà. Oui, et c'est très mignon parce que moi, quand j'ai connu Manon, toi Gaëlle, je te connaissais comme élève de Manon. Et de savoir que maintenant vous travaillez ensemble, c'est tout récent. Là, je trouve ça hyper beau et on en parlait un peu hors micro, mais ça fait un peu une boucle qui se boucle. Donc je trouve ça très chouette. Vous avez un point commun, c'est que toutes les deux, enfin vous en avez plusieurs en l'occurrence, mais notamment toutes les deux, vous avez été profs. Est-ce que, quand vous avez décidé de quitter l'éducation nationale, vous saviez déjà que votre future carrière serait celle qu'elle est aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des petits détours, des changements d'avis? Comment ça s'est passé? Manon, tu peux commencer si tu veux. Franchement, si on m'avait dit il y a 6 ans à peu près, après une carrière dans l'enseignement, tu seras à ton compte, tu seras content manager, rédactrice web ou consultante SEO, je l'aurais jamais imaginé pour la simple et bonne raison que je ne connaissais pas ces métiers. Donc ça c'est certain. Par contre, quand j'ai quitté l'éducation nationale, c'était dans le contexte d'un burn-out. Et je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose pour me relever et puis voilà, changer de carrière. Je savais qu'il fallait que je change de carrière. Et il fallait que je trouve quelque chose qui soit une reconversion qui soit assez rapide parce qu'il y a tout le contexte de la vie aussi, familiale, qu'il fallait assurer. Et je savais aussi ce que je ne voulais plus. Donc finalement, rétrospectivement, je me dis, j'ai réussi à répondre à un certain nombre de critères en quittant l'éducation nationale pour certaines choses, comme par exemple le fait d'avoir des rapports hiérarchiques très lourds, le fait de toujours être transbahuté d'une école à l'autre, et finalement je me retrouve à travailler chez moi, sans pression hiérarchique, donc pour moi ça c'est un pari réussi. Mais je l'aurais pas imaginé il y a quelques années, Ouais. c'est sûr. Et maintenant, tu es la pression hiérarchique de Gaëlle. J'espère Non, pas. non, Mais en tout cas, effectivement, c'est quand même une responsabilité. Ça me questionne aussi dans le fait de faire appel à des prestataires. En fait, elle est pas ma salariée du tout. C'est ma collaboratrice. C'est plutôt comme ça que je le vois. Mais c'est vrai que je me retrouve parfois dans une situation de donneur d'ordre, en fait. Et ça s'apprend, c'est dur. Donc, si je fais des faux pas, Gaëlle, il faudra toujours que tu me le dises. Alors oui, là tu peux me faire confiance, mais non, tout se passe bien. Je pense que t'es dans la bonne posture en fait. Je te ferai signe si je sens le burn-out poindre son nez, je viens. Ah oui, avant. Avant, idéalement. Hein, on ne reproduit pas les anciens schémas. Est-ce que toi, Gaëlle, tu savais que
tu voulais partir du côté du marketing ou travailler depuis chez toi ou tout ce qui était numérique, digital, quand tu as décidé de te reconvertir? Alors non, pas tout de suite. J'ai cherché ce qui pouvait m'apporter enfin l'épanouissement professionnel parce que j'ai fait un premier burn-out en 2014 et je sentais le second arriver à nouveau, la boule au ventre tous les matins dans la voiture, à me demander ce que je faisais là, la peur de devenir l'enseignante que j'exécrais en fait et j'ai cherché quelque chose qui pouvait m'apporter un alignement avec ce que j'aimais, mes valeurs et l'écriture est revenue. Et quand j'ai découvert le métier de rédactrice web, que j'ai découvert mais vraiment en 2021, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire. Donc ça m'arrangeait, comme toi Manon, il me fallait aussi une formation qui soit assez courte, parce que oui, il y a la vie de famille, il y avait aussi le boulot à côté, et puis il était hors de question que j'arrête de m'investir pour ma classe, les enfants n'y étaient pour rien, donc voilà, c'est tombé à pic. Et quand j'ai quitté l'éducation nationale, ça faisait presque 2 ans que la société était déjà ouverte, donc j'ai vraiment pris le temps de me former, vraiment de monter en compétences, de me trouver mes premiers clients, puis de réussir à les fidéliser pour pouvoir faire le grand saut sereinement. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, toi, tu faisais d'abord que de la rédaction web et ensuite, tu as décidé d'élargir. Est-ce que tu veux bien, t'en as parlé un petit peu dans l'épisode que tu as fait en solo, mais tout le monde ne l'a pas forcément écouté. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là? Exact. Alors oui, j'ai suivi une première formation en rédaction web SEO, vraiment qui m'a très bien formée à cette pratique, à la rédaction d'articles de blog, à la compréhension du SEO. Mais j'avais une sensation, une impression qu'il manquait quelque chose effectivement. Et quand j'ai découvert Manon via Facebook et son groupe, j'ai compris qu'effectivement la rédaction était juste une étape dans une grande stratégie et cette stratégie, eh bien, je ne comprenais pas tout. J'ai bien compris que le marketing, en fait, était vraiment le cadre essentiel pour bien faire mon travail. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me former au content management et au final, j'ai découvert un univers qui m'a juste fascinée, en fait. Donc, j'ai, la stratégie, j'ai découvert ça et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire ce petit pas de côté et je pense qu'aujourd'hui c'est juste essentiel de pouvoir maîtriser autre chose, d'avoir d'autres compétences que la rédaction web et SEO. Et Manon, justement, donc toi, tu délègues maintenant une partie des missions liées à ta formation à Gaëlle, sachant que, c'est intéressant, je trouve, comme question, mais tout ce que tu délègues, c'est pourtant des choses que tu sais faire, puisque tu es même formatrice sur le sujet. Ma question est donc, pourquoi est-ce que tu délègues ? Oui, ça c'est vrai que c'est une question qui est importante. En fait, pour développer comme je le souhaite la formation, à la fois en termes de notoriété, de visibilité, pour la faire connaître auprès des profs qui cherchent une voie de reconversion ou qui ont déjà en tête un projet d'entreprise et qui ne savent pas encore en fait que le marketing digital va devenir un frein s'ils s'y forment pas. Et en même temps maintenir un niveau de suivi personnalisé aux élèves qui ont signé ma formation, qui est vraiment l'engagement que je leur ai fait. J'avais besoin d'aide parce que ça demandait beaucoup trop de choses. C'est quand même une activité qui est complémentaire de ma propre clientèle en content management. Et donc pour mener tout ça de front, je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Ça devenait vraiment très difficile. Donc l'aide de Gaëlle, elle est précieuse parce que elle va principalement m'aider sur l'axe visibilité-notoriété de la formation. Aujourd'hui, elle prend en charge une grande partie de tout ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux notamment. Mais on a en tête des projets sur lesquels elle va s'investir pour les élèves déjà inscrits. Notamment, elle a eu l'idée de créer une newsletter que pour ces élèves-là.
Et donc, on va la lancer probablement à la rentrée, histoire de continuer de les former finalement, même après leur départ. Et ça, c'est un projet que j'aurais jamais pu mener de front avec tout le reste toute seule. Donc oui, je sais faire, mais et je pense qu'elle profite aussi du fait que je sache faire et que j'ai une vraie stratégie. On gagne du temps. Mais elle a aussi la fraîcheur, des nouvelles idées, un autre point de vue. Et puis, elle me libère du temps pour que moi, voilà, je me consacre vraiment aux corrections, au suivi de mes élèves, et c'est important pour moi, ça. Je le comprends, en fait, je pose la question parce que je sais qu'il y a des personnes là qui se lancent à leur compte ou qui se sont lancées et qui écoutent l'épisode. Et il y a toujours un moment où on a l'impression que c'est un problème de ne plus tout réussir à faire, à mener de front. Mais en fait, c'est presque une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quelque part, s'il faut qu'on s'investisse beaucoup ailleurs, c'est que soit il y a quelque chose en cours de création, soit il y a quelque chose qui fonctionne et ça demande du temps. Bon, sauf si on est très mal organisé et que juste on gère mal son temps, ce qui arrive aussi parfois. Ça arrive aussi. Mais je sais qu'à titre personnel, quand j'ai créé mon site web, j'ai délégué la rédaction des 3 premiers articles. Et c'est quelque chose qui avait été compliqué pour moi, parce qu'au-delà du fait de déléguer, je me disais, mais à quoi ça rime de déléguer la rédaction d'articles SEO alors que c'est ton métier pour créer ton site, qui là, pour le coup, n'est pas ton métier et que tu sais pas faire en plus et que ça te prend du temps. Et tu vois, a posteriori, je ne regrette pas, parce que ça m'a permis de monter en compétence sur d'autres choses, et tu noues aussi des relations, et c'est des articles qui aujourd'hui m'apportent beaucoup de trafic, puisque les personnes étaient qualifiées. Mais je sais que c'est une question que je m'étais beaucoup posée. Et là, on en parlait en micro avec Gaëlle tout à l'heure sur le podcast. Ça fait 2 ans que je délègue le montage et le mixage de certains épisodes de podcast, alors que je sais le faire. Mais le fait de le déléguer, du coup, je peux en enregistrer davantage. Donc c'est une vraie réflexion à avoir, je trouve, et là, de vous avoir toutes les deux sous le coude, je trouvais que c'était intéressant de se poser la question plus en profondeur. Manon, dans ta formation, que trouve-t-on ? Alors, dans ma formation, on trouve tout ce qu'un prof a besoin de comprendre et de mettre en place en ligne pour lancer une activité qui lui ressemble et qui fonctionne. C'est une formation qui est en mode projet, donc il n'y a pas de théorie dans le vent. Donc il y a de la théorie, ça c'est indispensable, mais il y a surtout beaucoup de pratique. En fait, chaque étape, elle sert à construire son offre, à créer son identité de marque, à définir sa stratégie de visibilité, et elle est ponctuée par des exercices concrets. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est accompagner les élèves à sortir du flou. On fait le point sur qu'est-ce qu'ils ont à proposer, à qui, pourquoi, et surtout comment ils vont le vendre. Et souvent, on a un petit peu un frein par rapport à ça. On dit, mais j'ai pas envie de me vendre, j'ai pas envie de vendre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire ça sans devenir le marketeur dans lequel on se reconnaît pas, en fait. Donc, pour ça, on travaille sur le fond. Donc, comment je veux me positionner, qui est mon client idéal, quel est mon message. Mais après, on active des outils. Parce que c'est comme ça qu'on avance plus concrètement. Donc par exemple, on apprend à créer des contenus, toutes sortes de contenus. On comprend ce que c'est un site web, parce que là on dit site web, on entend partout, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? On découvre les réseaux sociaux et leurs particularités. Et en fait, tous ces outils-là, c'est ce qui va leur permettre de choisir où ils vont se positionner et de se sentir bien dans l'espace et le support qu'ils auront choisi. Et surtout, je pense que ce qui démarque ma formation d'une autre, c'est qu'elle est pensée par une ex-prof pour les profs. Donc j'y ai mis toute ma pédagogie, toute ma bienveillance, même si entre profs, on n'aime pas trop ce mot-là. Mot compte triple Scrabble de l'éducation nationale, celui-là. Mais j'ai vraiment... En fait, quand on est prof, on nous dit « faites de la différenciation pédagogique », mais on ne nous en donne pas les moyens. Là, j'ai essayé de le faire. Je me suis donné les moyens d'adapter à chacun de mes élèves le contenu, avec un suivi qui est vraiment individualisé. Et c'est aussi pour ça que je prends peu d'élèves à chaque fois, parce que sinon je ne peux pas garantir ce suivi-là. Donc mon idée, c'est vraiment de les mettre en action, en fait. Donc moi, je suis là à chaque étape et je veille au grain. Je leur dis, tu te souviens, il faut que tu avances sur ça, tu as tel objectif. Donc bien sûr, ça reste flexible, mais s'ils veulent avancer, je suis quand même là derrière pour pousser un petit peu. Et donc c'est... pour moi, le fait que Gaëlle, qui est une ancienne élève, soit là aujourd'hui, c'est la preuve que c'est efficace comme méthode, parce qu'elle a acquis des compétences, qu'aujourd'hui, elle utilise à mes côtés comme elle les utilise aux côtés de ses clients. Donc pour moi, c'est une boucle qui est bouclée et qui me fait très plaisir.
C'est ça. Moi, quand j'entends tout ça, je me dis que si j'avais connu ta formation il y a 2 ans et demi avant de créer mon site et d'essayer de tout penser côté avant j'étais prof, j'en aurais peut-être bien fait partie. Ça m'aurait fait gagner un temps précieux parce que du coup, je me suis formée un peu comme j'ai pu avec des mini-formations, des mini-webinaires, des mini-tutos YouTube et puis bon, un peu d'expérience personnelle sur le tas aussi, mais bah, ça prend plus de temps et mine de rien, quand on est à son compte, il faut aussi savoir que le temps, bah, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça, faut pas l'oublier. Toi, Gaëlle, qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette formation et pas une autre? La personnalité de Manon, déjà, c'est hyper Ouais. important. Mais voilà, Manon, j'apprécie sa bienveillance, sa générosité, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'elle donne beaucoup de son temps, elle partage beaucoup, et que même en ayant fini la formation, elle est toujours là pour répondre à une question, à une demande particulière. Et voilà, on a confiance en fait quand on échange avec Manon. Et c'était important. Je sortais d'une formation où j'ai eu quelques désillusions. En fait, ça devient la formation que j'ai suivie. Je ne la citerai pas, mais elle devient une grosse machine. Et Je pense qu'on s'en comprend. tu vois de qui je parle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a refroidi. Et j'avais ce besoin de proximité, c'est ce besoin de confiance. Donc c'est ce que j'ai trouvé avec Manon. Et la formation. Le fait qu'elle propose vraiment une globalité de compétences et ce schéma complet, c'est ce qu'il me fallait. Et pour rebondir sur la formation de Manon, vraiment, ce qui est génial, c'est qu'on a certes une montée en compétences, on développe énormément de compétences dans plein de domaines, mais on finit aussi avec un produit fini. On a notre site, les contenus de notre site internet. Et maintenant, on peut même avoir son site internet et ça c'est juste extra Oui. parce que effectivement Julien le mari de Manon qui est développeur web de l'agence 84 m'a développé mon site et c'est vrai que c'est juste génial d'avoir ce package de A à Z, le contenant, le contenu et on est prêt pour faire le grand saut en fait. C'est ça. Et tu as soulevé un point hyper important quand on a commencé à travailler ensemble avec Manon pour le partenariat dans le cadre de sa formation. Elle m'expliquait justement que les exercices que les élèves font en cours de formation, ils les font vraiment sur du concret. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de sélection à l'entrée de personnes. C'est pas juste apprendre pour apprendre, c'est vraiment avoir un projet derrière, puisqu'en fait, les élèves travaillent directement sur ce projet. Or, souvent, quand on suit des formations, quand on a la chance déjà d'avoir des cas pratiques, ce qui des fois c'est beaucoup de théorie, mais quand il y a des cas pratiques, parfois c'est un peu de l'hypothétique. On fait des exercices qui sont un peu hors contexte. Là, le fait de le faire vraiment pour son entreprise, pour son site internet, c'est un temps précieux qu'on gagne pour la suite, et surtout que Manon du coup peut regarder ce que les élèves font et donc corriger, améliorer, etc. Mais sur ce qui sera à terme un produit fini, alors qui pourra toujours être amené à évoluer un petit peu au fil des années et tout ça pour rester à jour. Mais on est sûr de publier un site avec des pages qui sont correctement rédigées, qui vont correctement se référencer. Et du coup, c'est pas du temps de perdu où on le fait une première fois un peu pour du beurre et après on doit le faire une seconde fois en étant tout seul lâché dans la nature. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé très appréciable et que, en tant qu'élève, je sais que moi j'aimerais beaucoup, parce que j'aime pas trop qu'on m'apprenne et qu'après on me dise allez vas-y débrouille-toi maintenant. Comment avez-vous trouvé vos premiers clients et comment trouvez-vous vos clients maintenant? C'est-à-dire est-ce que c'est de la même façon? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Gaëlle? Alors quand j'ai commencé, j'ai fait énormément de prospection à froid. C'est un système que j'aime beaucoup en fait, faire un petit audit, une analyse de l'existant et puis aller proposer de la valeur comme ça, voilà. Et ça a pas mal marché en fait. Donc Ah d'ailleurs ouais? mes clients historiques, qui sont toujours mes clients que j'ai réussi à fidéliser, c'est comme ça que je les ai trouvés. Et voilà. Et j'essaye de me garder un temps dans mon agenda justement chaque semaine pour continuer cette prospection à froid. Donc voilà que j'aime beaucoup. Je sais, la prospection c'est un grand sujet justement hein, quand on change de boulot, quand on est vraiment loin de tout ça. Mais voilà, faut pas en avoir peur parce qu'on peut y trouver du plaisir aussi. Aujourd'hui,
Je fais pas mal d'événements de réseau. J'aime bien le contact humain, le contact en vrai. Je travaille de plus en plus en local et je trouve ça génial de pouvoir rencontrer les gens en chair et en os. Donc voilà, le réseau m'apporte aujourd'hui de nouveaux clients, nouvelles perspectives en fait, et j'apprécie beaucoup. Les réseaux sociaux, les fois où j'ai eu des clients via les réseaux sociaux, c'est quand j'ai apporté mon aide. C'est arrivé 3 fois, dont une fois il y a pas longtemps. Effectivement, c'est en allant sur des groupes Facebook et répondre à des besoins de conseils il y a eu un échange qui s'est poursuivi après via Messenger et ça a porté ses fruits. Voilà, mais Ok. je n'ai pas été assez disciplinée sur LinkedIn pour encore pour en voir les effets. Voilà, j'y suis beaucoup pour mes clients et j'y suis moins pour moi, ce que j'essaye de reprendre. Ouais, Mais, c'est difficile d'être partout ouais, et on pour tout le sait qu'il monde. faut être régulier, effectivement, prendre le temps de poster, mais aussi d'aller échanger, d'aller commenter aussi, parce que juste poster et se sauver, ça n'est pas du tout efficace. Bah Et oui, c'est vrai que c'est un temps aussi à se garder dans l'emploi du temps chaque semaine. Voilà. exactement. Et toi, Manon, as-tu trouvé tes premiers clients et comment les trouves-tu maintenant? Mes tout premiers clients, c'était que sur de la rédaction web. Je m'étais inscrite sur une plateforme qui existe peut-être encore aujourd'hui qui s'appelle Scriber, Oui, où j'étais payée des oui, c'est cacahuètes. ce que j'allais dire. Je j'avais pas de contact direct avec les clients. En fait, reçoit un brief, mais on peut en gros pas communiquer avec eux. Donc je m'étais fait la main. Au moins je me disais c'est un peu anonyme, je prends pas trop de risques, donc j'avais trouvé ça finalement assez satisfaisant pour ce côté-là. Et ensuite, dans mon réseau perso, en fait, j'ai découvert quand je me suis reconvertie que j'avais un ami de mon époque étudiante qui avait créé son agence web. Donc lui, ça faisait déjà 5-6 ans que son agence existait, il fait des sites WordPress. Et il m'a dit « Ah, mais tu te lances dans la rédaction web, bah, si tu veux, je t'envoie plein de missions. » Et donc j'ai commencé à écrire pour les sites de ses clients. Donc franchement, je le remercie encore aujourd'hui parce qu'il m'a permis non pas d'être en contact direct avec les clients, parce qu'il a toujours été à l'interface entre nous, mais par contre quand j'avais des questions, besoin de précision, il a toujours fait le lien. Et en plus, bah, il m'a apporté quand même pas mal de missions alors que j'avais aucune expérience. Et c'est de là en fait que j'ai compris qu'il fallait que j'ai des partenaires qui soient des créateurs de sites. Et je pense que si on met les pieds dans ce métier, c'est un super bon moyen de trouver des clients. Moi, c'est ce qui m'a fait vivre pendant les 2 premières années de mon activité, sans que j'ai besoin de prospecter, en gros. Je me suis bien installée en fait sur Facebook, je me suis montrée sur tout un tas de groupes, j'ai répondu, apporté mon aide, etc. Des créateurs de sites m'ont repéré, ils ont trouvé que mes réponses étaient pertinentes. Et du coup, je suis devenue leur rédactrice officielle et ça a rempli mon agenda, ça m'a fait mon chiffre d'affaires. Alors, les projets étaient pas tous super passionnants, hein, c'est pas non plus, voilà, c'était pas toujours très bien payé, mais il y avait un flux entrant de clients permanent. Bon, après, c'était aussi une époque un peu, c'était un peu les 30 C'est ça. glorieuses de... Ça a changé quand Parce même. qu'en 2020, ouais, voilà, en 2020, il y a eu le Covid, toutes les entreprises voulaient un site web, du coup, il fallait des textes, enfin bon, il y avait un contexte économique très différent, mais ça, c'est vrai que ça m'a mis le pied à l'étrier. Par contre, les clients que j'ai aujourd'hui, en gros, c'est des clients que j'ai soit depuis mes débuts, ça j'en ai plusieurs, avec qui je travaille depuis 2018, où on a fait ensemble tout le chemin, quoi. Et j'ai des clients qui se greffent, mais on est toujours sur du long terme. J'ai des clients depuis 2 ans, des clients depuis 1 an. Bon, là, j'ai une nouvelle cliente qui vient d'entrer, mais on est parti pour 1 année de travail au moins. Donc, voilà, du coup, je suis pas trop dans une démarche de prospection. D'ailleurs, j'en parle assez peu, je cherche pas vraiment activement de clients, mais ça veut pas dire que j'ai raison. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être pas faire comme moi, parce que le jour où il y a un gros client qui part, si on n'est pas visible, si personne ne sait qu'on existe et que ben, on fait ce métier-là, c'est plus dur de le remplacer aussi. Donc voilà, donc je dirais que pour moi, ce qui m'a servi et qui doit toujours fonctionner, c'est la présence
au moins active sur un réseau social qu'on détermine. Je pense qu'effectivement, LinkedIn, aujourd'hui, dans nos métiers, ça, c'est très porteur. Mais si on veut toucher des entrepreneurs plutôt micro-entreprises ou très petites entreprises, une présence sur des groupes locaux Facebook, ça a encore une portée. Ouais. Et puis, effectivement, avoir un site web optimisé pour le SEO, c'est un moyen d'avoir un trafic organique et de la clientèle entrante. Oui, puis de montrer ce qu'on est capable de faire aussi. Ça te fait aussi une petite... qu'on appelle ça une sorte de portfolio, un petit peu... voilà, oui. une petite vitrine, on va dire. Moi, je suis une extrêmement mauvaise élève en la matière, puisque j'ai jamais travaillé le SEO de mon site, c'est une catastrophe. On est toujours mal chaussés, hein, je trouve. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de choses qu'on fait parfaitement pour nos clients et que pour nous, comme on peut le faire un peu quand on a le temps, du coup, on se dit que comme on a le temps tout le temps, on le fera plus tard et puis résultat, on le fait pas. Donc en fait, on a tendance à ne pas être les mieux lotis dans notre domaine de prédilection. Mais je pense que c'est valable. Moi, je suis sûre que si on va voir un ostéopathe, il a mal au dos et il règle pas le problème parce qu'il se dit qu'il a plein de collègues qui le sont aussi et que s'il a vraiment besoin, il ira voir. Je sais pas, mais en tout cas, les dentistes ont tous de belles dents. Donc, c'est pas leur faux. Portfolio. Je vais chez la dentiste dans 1 mois pile poil, je regarderai si elle a des belles dents. Est-ce que, donc là, Manon, la première fois qu'on a collaboré ensemble pour l'ouverture de la formation, c'était pour la session d'hiver au mois de décembre. Donc tu avais ouvert 10 places. Les 10 places ont été prises par des profs qui veulent changer de métier. Il y a eu ensuite la session du printemps, donc c'était au 21 mars, et il y a 8 profs qui se sont inscrits. Et là, la prochaine, c'est au 21 juin, la session d'été. C'est très cyclique. Il y aura encore 10 places d'ouvertes. Est-ce qu'il y a des changements, des mises à jour à venir pour cette session-là, sachant que pour celles et ceux qui en veulent plus, il y a donc l'épisode qu'on avait enregistré avec Manon en novembre dernier qui se trouve dans la description de l'épisode que vous pouvez aller écouter pour avoir beaucoup de détails. Mais est-ce que là, pour celle-là, il y a du changement à venir ? Il y a un module complet sur l'emailing qui a été ajouté, mais je pense que la dernière promo en a bénéficié. J'ai plus tout à fait le calendrier d'intégration, mais je crois que c'était juste avant qu'ils arrivent. J'ai mis en place des assistants virtuels. En gros, c'est des robots qui sont des mini-profs. Ils sont spécialisés, l'un dans le SEO, l'autre dans le marketing digital et l'autre dans la rédaction web. Et ils sont coachés pour... entraînés, pour aider les élèves dans leurs exercices. Donc, ils sont normalement bridés pour pas donner les réponses, mais ils sont censés apporter des conseils. Donc ça, c'est une nouveauté, alors qui est encore en phase de test, parce que les élèves les essayent, mais il me faut aussi leur retour sur ce sujet pour améliorer l'outil. Là, par contre, ce qui va changer... Alors, est-ce que ceux de juin vont en bénéficier immédiatement ? Je ne pense pas, mais par contre, ça va être d'ici la rentrée au plus tard. On lance 2 gros partenariats en fait sur le contenu de la formation. Le premier, c'est avec Camille Gillet, qui est une storyteller de marque, qui a d'ailleurs sorti un bouquin sur le sujet aux éditions Erol. Donc j'ai réunion avec elle la semaine prochaine pour vraiment boucler complètement sa proposition. Donc on va ajouter ensemble, alors quelle forme ça prendra, masterclass, module avec théorie, pratique, tout ça, ça va être à déterminer et j'en parlerai bientôt quand ce sera fait. Mais donc les élèves, ils vont en bénéficier de son expertise en storytelling de marque pour pouvoir améliorer tout le travail de branding qu'ils vont faire sur la première étape, ça c'est sûr. Et moi, mon petit rêve serait qu'elles les aident dans la rédaction de leur page à propos. Donc ça va être des choses dont on va parler ensemble. C'est une proposition qui sera faite à tous les élèves déjà inscrits, mais qui sera aussi inclus ensuite d'office dans le programme. Et la deuxième chose qui se lancera peut-être un petit peu avant d'ailleurs, c'est on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Gaëlle. En fait, donc mon mari, il est aussi développeur web et ensemble on a monté l'agence 8-4. Et notre idée, c'est de systématiser une offre
de sites web à tarif ultra compétitif pour les élèves. Parce qu'aujourd'hui, quand on entre dans ma formation, on prépare sa stratégie, on prépare tout son contenu, mais il nous manque l'outil, le contenant finalement, dans lequel les mettre. Donc on se retrouve dans la situation où il y a des élèves qui se lancent sur des solutions en glisser-déposer, no-code comme WordPress, sauf qu'ils n'ont aucune compétence là-dedans. Parfois, ça les terrifie. Ils font des sites pourris, il faut bien le dire, en termes de performance, etc. Ou alors, ils vont mettre 2 ans à le faire. Donc, on n'est plus dans la proposition de tu sors de ta formation et tu es prête à te lancer sur le marché. Ou alors, on a des personnes qui payent 1000, 1500, 2000 euros un prestataire pour avoir un site web. Donc du coup, pour résoudre cette difficulté-là, on travaille sur une offre avec un site très performant. Notre positionnement, c'est le site ultra léger, écologique, et qui sera complètement structuré conformément à tout ce que moi je leur fais produire en fait. Okay. Donc ils n'auront plus qu'à compléter les cases avec un design sobre et personnalisé. Ils pourront changer les typos, les couleurs, voilà, il y aura beaucoup de possibilités. Et donc ça, c'est une offre qu'on fera aux élèves déjà inscrits aussi en termes de contenu. Donc après, il y a plein de petites choses, mais c'est pas possible de le lister parce que tous les savoirs en fait SEO ou marketing qui vont évoluer vont être mis à jour. Ça dépend de l'actualité aussi, tu vois. C'est ça. Bah, tout ce qui est digital et numérique, de toute façon, ça change tellement vite qu'on est obligé de faire de la veille et de tenir les élèves informés. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que j'en profite aussi pour rappeler que la formation de Manon, effectivement, elle est enrichie et on y a le droit à vie, en fait. On a le droit de bénéficier de tous ces enrichissements. Et c'est pas le cas partout et c'est quand même à souligner, en fait. Et c'est très important. Moi, j'ai suivi en décembre un coaching... Alors sur le SEO, mais lié au podcast, donc encore un peu différent, un peu spécifique, mais on a accès au contenu à vie aussi. Et c'est vrai que là, 6 mois plus tard, il y a des choses qui m'étaient un peu sorties de la tête. J'avais un peu commencé à faire à ma sauce, j'avais un peu glissé de mois en mois, on va dire. Et là, de pouvoir retourner le mois dernier, regarder c'était quoi le truc de base que j'étais censée bien faire, je me suis dit, ouh là oui, j'ai un petit peu dérapé, c'était pas tout à fait ce que j'étais censée faire. Et c'est chouette de pouvoir retourner en arrière, parce qu'il y a des choses parfois qu'on voit en formation, où on se dit, ah oui, mais là, j'en suis pas tout à fait encore là, parce que j'aimerais d'abord mettre ça en place, mais en même temps, t'as envie d'avancer, tu sais que tu pourras y revenir plus tard. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie en tant qu'élève. En fait, si j'ai fait cette proposition-là de contenu à vie et mis à jour, c'était aussi parce que la formation, elle sert dans 2 contextes différents. On peut devenir content manager, donc on va servir de la formation pour mettre en place sa propre stratégie de visibilité, mais une fois qu'on sort de la formation, on va avoir son premier client. Et du coup, il va falloir reprendre de A à Z toute la méthode, mais cette fois-ci pour le compte d'un client. Alors je dis de A à Z, oui, si on a de la chance, mais des fois, c'est un client qui a déjà un site. Bon, on reprend le chemin là où il est, mais en tout cas, il faut revenir en arrière sur la méthode et se dire, voilà, attends, je vais commencer par ci, puis par ça, mais comment on faisait déjà l'étude de mots-clés, mais... On n'a pas d'expérience, on n'a que sa propre, la traversée qu'on a faite dans la formation, ce qui est déjà bien, mais qui est bien sûr insuffisant pour se sentir complètement libre et légitime de prendre un client. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir la boîte à outils à dispo pour toutes ces premières missions, tant qu'on ne s'est pas fait sa propre méthode, son propre processus. Et mon idée seconde, c'est qu'il y a des gens qui vont se lancer dans ma formation avec un projet d'entreprise en tête. Par exemple, je vais être organisatrice de voyage, mais peut-être que dans 5 ans, ils auront envie d'être fleuristes. Et donc, ils peuvent reprendre le contenu de la formation et rebrander, retravailler toute leur nouvelle identité de marque et leur stratégie avec la même méthode qui aurait été mise à jour pour ce nouveau projet professionnel. Et donc voilà. Donc mon idée, c'est que ça les accompagne dans leur vie d'entrepreneur. C'est ça, longtemps. Sachant qu'une vie d'entrepreneur peut être amenée à changer beaucoup. On ne sait jamais de quoi demain est fait, voilà, ce qui est chouette, moi je trouve. Qu'est-ce que vous diriez l'une comme l'autre à un ou une prof qui veut se lancer, mais qui sent qui pense en tout cas, peut-être à tort, qu'elle n'a pas l'âme d'une entrepreneur ? Pour moi, être entrepreneur... c'est créer un projet qui est aligné avec ses valeurs et le porter, en fait. C'est
Donc je pense que dès lors qu'on a un projet et qu'on a envie de se mettre en action, on est entrepreneur. Bien sûr, il y a tout ce côté business qui peut faire peur, etc. Mais aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Une auto-entreprise, finalement, c'est très simple à gérer. On n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières en économie, en finance. Il y a quand même des ressources. Je pense à la micro by Flow, Oui. super newsletter, voilà, qui nous apporte tout ce dont on a besoin pour avancer de façon carrée au niveau légal et juridique. Et c'est vrai que aujourd'hui voilà, être entrepreneur, eh bien, enfin, c'est apprendre à se faire confiance aussi et essayer d'agir en fonction de ce qui nous anime et voilà, faut essayer. On s'en fait une montagne, mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas seul. Il y a beaucoup de communautés avec lesquelles on peut avancer. Oui, et souvent, on se fait une montagne de ce qu'on ne connaît pas, et ce qui nous fait le plus peur, qu'on anticipe en tout cas qui va être le plus compliqué, n'est souvent pas ce qui finalement va vraiment être le plus compliqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je sais que j'avais peur de choses en me disant que ça allait être les plus complexes à gérer et qu'il y a d'autres choses auxquelles je n'avais pas pensé parce que je pensais que ce serait simple. Finalement, les trucs compliqués, c'était très simple, et les trucs auxquels j'avais pas pensé, c'était compliqué. C'est une aventure de toute façon. On découvre, Exactement. on avance. Il y a des choses qui étaient pas. Prévues. Exactement. Et ça, faut le rappeler. On ne s'ennuie pas quand on est entrepreneur. Non, c'est juste extra. Manon, es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, moi je valide complètement ce que vous avez dit. Et puis je dirais même que l'âme d'une entrepreneur, ça n'existe pas vraiment en fait. Ou en tout cas, c'est pas un truc magique, c'est quelque chose qui se construit. Quand on se lance, on entend plein d'injonctions, faut faire comme si, il y a ça à faire, nanana, donc ça stresse. Mais en fait, il faut tester, et puis il y a des choses qui seront pas pour soi, mais qui marcheront pour les autres. Il faut se faire son petit chemin. Et ensuite, je me dis, quand on a géré 28 CE1, un jour de pluie, avec des travaux dans la cour, et puis des élèves multi-10, et toutes les problématiques familiales qui peuvent se regrouper. En fait, on peut tout faire. Un tunnel de vente, c'est rien C'est du vrai. tout. Voilà. Donc il faut dédramatiser, à mon avis, la situation. Et moi, je viens d'une famille de fonctionnaires. On m'a pas formée, on m'a pas élevée dans l'idée d'avoir une entreprise, et j'ai réussi. Donc je pense que tout le monde peut réussir, vraiment. C'est un très bon rappel. Je sais que parfois je rencontre des difficultés à faire certaines choses qui sont nouvelles parce que j'aime pas trop. Je suis un peu de la team, c'était mieux avant. Dès qu'il y a un logiciel qui change ou que je dois faire un truc que je connais pas, tu sais, je repousse jusqu'au dernier moment où je regrette d'avoir tant repoussé. Et après, je me dis, mais ça pourrait être pire, Florence, tu pourrais être en classe. et du coup, je me demande, mais où est passée la Florence du début de la reconversion où elle procrastinait rien parce qu'elle était contente de tout faire. Et là, maintenant, j'ai un peu tendance à oublier d'où je viens parfois et me dire, eh oh, redescends là. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose, lié à votre métier évidemment, que vous auriez aimé savoir plus tôt ? Qu'on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, en fait. Ah oui. Quand je songeais à partir par tous les moyens de l'éducation nationale, au final, je me mettais toujours des obstacles et c'était toujours les mêmes en me disant oui, mais en fait, toi, t'es juste prof. D'ailleurs, on nous a toujours définis comme ça, toi, t'es prof. C'est comme ça que je me définissais. Je ne sais faire qu'enseigner. La vente, c'est juste impossible, je sais pas me vendre. Enfin, bref, je me trouvais tout un tas d'excuses parce que je pensais qu'il fallait devenir quelqu'un d'autre. En fait, non, on repart pas à zéro, on change juste de cadre et en fait, on apprend de nouvelles compétences, mais en restant soi-même, on peut être aligné avec ce qu'on est. Et puis de toute façon, dans notre carrière éducation nationale, on a appris énormément de choses et de vrais atouts en fait qu'on minimise et on les savoure. En fait, on en prend conscience vraiment quand on est parti. Donc on se dit ah ben oui, mais en fait ça je sais le faire et ne serait-ce que l'organisation en fait.
par rapport à d'autres collègues de formation qui ont pu se reconvertir aussi, nous les profs, on est quand même vachement forts en organisation, en programmation, répartition, rétro-planning, et tout ça, ça nous semble naturel, et pourtant ça fait galérer beaucoup d'autres personnes qui viennent d'horizons différents, et rien que ça, c'est une compétence précieuse. Donc tout ça, si je l'avais su avant, j'aurais peut-être pas attendu aussi longtemps, mais bon, après c'est comme ça, rien n'arrive par hasard, c'est ce que je me dis, mais voilà. Ok, et toi Manon ? Moi, je dirais qu'il faut pas attendre que les choses soient parfaites pour se lancer. J'en ai vu des personnes perdre un temps pas possible parce qu'ils n'avaient pas de logo, un nom de marque, une stratégie, un site web. Et moi, la première, j'ai mis beaucoup de temps à assumer de pas avoir une com, un nom, un truc, et me lancer comme ça. Et en fait, c'est trop dommage. C'est du temps perdu. C'est parce que les belles choses, les choses qui ont du sens, on les construit en essayant et en se disant non, mais oui, mais ça je garde pas. Donc par exemple, ma newsletter, je l'ai lancée sans vraiment avoir d'objectif en tête, sans qu'elle ait un nom, un positionnement. Voilà, c'était bon, je fais une newsletter. Mais c'est pas grave parce que les premiers épisodes, ils avaient un sens quand même, ils ont apporté des choses. Bon, aujourd'hui, elle a vraiment trouvé sa place, son sens, il y a tout un cheminement, mais j'aurais jamais pu sortir ça en premier, en fait. Donc voilà, je me dis, il faut pas attendre que tout soit parfait, de la même manière qu'il faut pas se lancer, attendre d'être sûr de vouloir être content manager, par exemple, pour se former au marketing digital. Il faut commencer à se former. Et puis, cette expérience-là va te permettre de prendre la bonne décision. C'est fait pour moi ou pas, ou ça oui, mais pas trop, pas ce morceau-là, les réseaux sociaux plus tard. Voilà, c'est en faisant que ça devient bien. C'est ça. Et moi, je pense que si on attend la perfection, c'est aussi une petite excuse qui nous permet de repousser les choses parce qu'on a peur. Et je sais que moi, j'ai pas mal repoussé la sortie du podcast quand je l'ai créé il y a 5 ans. Et ma meilleure excuse, ça a été « il faut que je compose ma musique moi-même ». Mais je ne joue pas de musique. Je ne connais même pas le solfège. Et j'ai composé ma musique moi-même, au final, avec un logiciel sur ordinateur. Résultat, objectif accompli, hein, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça n'aurait dû, et ça a bel et bien repoussé la sortie. Donc voilà, j'ai réussi à repousser le problème. Est-ce que c'était une bonne idée ? A posteriori, je ne pense pas, et j'essaye de me souvenir de ça pour ne pas faire la même erreur à chaque fois. Et on se rend pas toujours compte quand on le fait. On est vraiment persuadé que c'est parce qu'on a envie que ce soit comme on a envie que ce soit. Mais en fait, souvent, je me rends compte que c'est parce qu'on a peur et qu'on cherche une excuse pour repousser les choses. Voilà. Si jamais ça résonne chez quelqu'un, c'est que j'ai peut-être pas tapé trop loin de la vérité. Oui, c'est clair. C'est des vestiges du syndrome de la bonne élève, en fait. Hein. Mais je pense c'est que, ça. en plus, en tant qu'ancienne enseignante, Mais oui. Vraiment. Et j'avais lu que c'était aussi très typiquement féminin. Là où des hommes vont, par exemple, pour répondre à une annonce de boulot, vont se dire, bon allez, j'ai 70% des compétences de la fiche de poste, allez c'est bon, je tente, j'apprendrai sur le tas, j'y vais. Ben nous les femmes, on a tendance à attendre d'avoir les 100%, chose qui est juste impossible. Oui. Et c'est vrai que faut se lancer, faut tester. De toute façon, c'est le principe même du marketing, hein, n'est-ce pas ? C'est ça. Et on essaye et en fait, c'est pas grave. Il y a YouTube regorge de tutos super bien fichus et voilà, il y a toujours possibilité et c'est ce qui nous fait monter en compétence en nous poussant un petit peu. Donc voilà, il faut oser, être audacieux. C'est ça, et il y a une grosse part de confiance en soi aussi qui se joue là et même sur cet aspect-là, tu vois, je pense que ça peut être intéressant d'être accompagné. Alors c'est pas pour des compétences pures, mais c'est pour réussir à comprendre qu'on a des compétences desquelles apparemment on n'a pas trop conscience ou qu'on n'imagine pas qu'elles sont transférables alors qu'elles le sont. Et c'est aussi important, je pense, pour une reconversion. Où est-ce qu'on peut vous suivre, rester en contact avec vous ? Sur quel réseau est-ce que vous êtes le plus active ? Alors, moi, vous me trouverez sur LinkedIn, Gaëlle Lambert-Coucaud, parce que je suis mauvaise élève. Mon site internet est encore en sous-marin. Voilà, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, on ne cessera de le répéter. Donc, il va bientôt surgir
et atterrir sur Google en très bonne place, je l'espère. Ça, par contre, oui. On met du temps, mais après, on est bien. Voilà, exactement. Donc voilà, LinkedIn principalement, mais aussi sur Facebook, sur la page des mots et des clics. Ok. Voilà. Très bien. Et toi, Manon ? Eh ben moi, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook Prof et Entrepreneurs, qui s'appelait jusque-là Prof en rédac, mais il a évolué. Donc ça, c'est vraiment le point de rendez-vous pour tous les profs qui envisagent de devenir entrepreneurs ou qui ont sauté le pas. C'est là que, avec la complicité de Gaëlle, on diffuse un maximum d'informations. En plus, on a une section guide où on a organisé l'ensemble de tous les contenus qui ont été publiés depuis plusieurs années. Donc, c'est une mine d'or. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi me trouver sur ma newsletter, qui est fraîchement pimpée pour accompagner les profs dans leur cheminement, dans leur réflexion. Et vraiment, je vous invite à le faire parce qu'il y a à peu près 2 mois de parcours pour réfléchir à sa reconversion et apprendre les bases du marketing digital, avec régulièrement des décisions à prendre qui permettent de basculer sur un parcours plus personnalisé et adapté. Donc c'est un petit peu la newsletter dont vous êtes l'héroïne ou le héros. Et donc pour ça, c'est sur mon site annemoff.fr. Il y a un petit onglet prof et entrepreneur pour découvrir le contenu et s'inscrire. Trop bien. Moi, j'y suis déjà inscrite. Même si je suis plus prof, Oui. Mais je trouve que c'est toujours très intéressant ce que tu écris, notamment dans les newsletters. Moi, je suis une grande fan de newsletters quand elles sont bien faites. Je m'abonne pas non plus à tout et n'importe quoi, mais je suis abonnée à quelques newsletters que je lis avec assiduité et que j'aime vraiment recevoir dans ma boîte mail pour le coup, dont la tienne. Ah bah moi j'adore la tienne. En plus tu nous fais toujours des préconisations culturelles que j'adore. À chaque fois je vais voir et c'est génial. J'y raconte toute ma vie. Et je trouve que c'est un format où c'est peut-être moi que ça regarde, mais je m'y sens très en sécurité. Pourtant il y a du monde, je sais qui la lit et puis je vois qu'elle est bien ouverte en plus pour le coup. Mais je sais pas, je m'y sens bien. Puis il y a plus de place pour écrire que sur Instagram par exemple où je passe aussi beaucoup de temps. Et ouais, je sais pas, les retours je trouve sont enrichissants. Comme les gens répondent par mail, ils répondent aussi des choses plus longues et un peu plus intimes et du coup ça crée des échanges très intéressants. Donc voilà. Et ben c'est parfait. Je vous remercie à toutes les deux d'avoir participé pour la 2e fois au podcast. Jamais 203, peut-être que vous reviendrez un jour. Merci à toi, Florence. Et puis, avec plaisir. Et puis, je mettrai tous les liens, tout ce qu'on a pu évoquer dans la description de l'épisode. Et puis, je rappelle que la formation de Manon réouvre ses portes avec 10 places le 21 juin 2025. Je précise parce qu'il y a des gens qui écoutent encore des épisodes de 2021. Donc, il faudrait pas... Voilà. Pour les gens qui écoutent en 2028, c'était en 2025. Et donc, il y a un code partenaire pour les auditeurs et auditrices du podcast, AJP100, pour Avant j'étais prof 100, qui permet d'avoir 100 € de réduction sur la formation. Et il y a la possibilité aussi d'avoir un appel en amont avec Manon pour échanger un petit peu sur les pourquoi, le fonctionnement, les objectifs, ce qu'on vise, tout ça, pour être sûr que, que Manon sera la bonne personne pour vous accompagner, et puis pour Manon, qu'elle pourra vous accompagner efficacement. Et voilà. Merci beaucoup Florence de nous avoir invités, reçus pour discuter de tout ça. Et puis effectivement, on est impatiente d'échanger aussi, peut-être en commentaire sur les posts que tu feras pour annoncer cet épisode, avec des profs qui se questionnent sur leur devenir professionnel et leur lancement dans le monde de l'entreprise. C'est ça, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, que ce soit dans les commentaires, par message privé, si vous voulez pas que ce soit public, c'est aussi une possibilité. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, c'est bienvenu. On y répondra. Avec plaisir, on se rendra disponible et gardez en tête que vous n'êtes pas seul, ça c'est important. Ça, on ne cessera de le répéter. Bon, merci les filles, et puis à bientôt. Merci beaucoup Florence. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion professionnelle, jetez un œil à mon site internet.
Je rappelle que la formation de Manon rouvre ses portes pour la promo d'été, le 21 juin 2025, qu'il y a 10 places et que tout le programme est disponible sur nos 2 sites web ainsi qu'en description de cet épisode. À bientôt!